initier. Initier, c'est entrer dans un processus, avec des étapes, pour acquérir une science et une conscience qui ont à voir avec les raisons mêmes d'exister, et d'exister dans une société. L'initiation va de passage en passage, de petite mort en naissance, avec des initiés ayant eux-mêmes traversé ces expériences auparavant, comme des sages. Quelque chose se révèle peu à peu, et le nouvel initié s'ouvre, s'éveille à une autre réalité, se rend sensible à d'autres présences. Voici donc une petite facette de vocabulaire comme des synonymes. J'en viens au mot éduquer. Éduquer, étymologiquement, c'est faire sortir de l'indifférencié, sortir de la fusion ou de la confusion. C'est cela seul qui fait de l'enfant, puis du jeune, un être de désir et de relation, parce qu'il a éprouvé le manque. Ce manque, c'est la prise de conscience progressive qu'il n'est pas le centre du monde, et que les choses et les personnes ne sont pas ses esclaves, pour son petit plaisir d'enfant tyran. Je propose maintenant de risquer 4 principes d'action pour parler de croissance et d'art de vivre, alors que nous connaissons un temps qui est souvent malade de son espérance. Ces 4 principes, je les nomme avant de les développer. Le temps est supérieur à l'espace, l'unité prévaut sur le conflit, la réalité est plus importante que l'idée, le tout est supérieur à la partie. Alors si vous le voulez bien, en premier lieu, le temps est supérieur à l'espace. On va retrouver le mot initié. Donner la priorité au temps, c'est vouloir initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Dans notre relation éducative, nous avons pu mesurer l'importance d'initier des chemins, d'ouvrir des voies pour les enfants et les jeunes qui ont besoin de se construire. À ce niveau, il faut donner du temps au temps, comme disait quelqu'un, et être patient. Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par des résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses, ou les changements de plan qu'impose le dynamisme de la réalité. Il est une invitation à assumer la tension entre plénitude et limite, en accordant la priorité au temps qui coule. Une des choses pénibles qui parfois se rencontrent dans l'activité sociopolitique, et ce n'est pas la campagne présidentielle qui le démentira, hélas, consiste à privilégier des espaces de pouvoir plutôt que les temps de processus. Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Encore une fois, donner la priorité au temps, le faire dans l'éducation comme dans le reste de notre vie, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire, les transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance. Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la construction d'une personnalité et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront jusqu'à ce qu'ils fructifient, sans inquiétude, puisqu'on a le temps devant soi, mais avec des convictions claires et de la ténacité. Le temps est supérieur à l'espace. En second lieu, l'unité prévaut sur le conflit.
De même que la paix sociale repose sur l'acceptation des conflits et la forte volonté de les résoudre, de même, l'éducation doit gérer le rapport à la violence, rapport né de la différence et des rapports de force. Le conflit ne peut pas être ignoré ou dissimulé, il doit être assumé. Mais si nous restons prisonniers de nos conflits, nous perdons la perspective, les horizons se limitent. Tout se joue ici et maintenant, dans la tension que je suis obligé de vivre. La réalité elle-même reste alors fragmentée. Quand nous nous arrêtons à une situation de conflit, nous perdons le sens de l'unité profonde de la réalité. Nous ne voyons plus que ce qui ne va pas. Face à un conflit, certains adultes regardent simplement celui-ci et passent devant comme si de rien n'était. Ils s'en lavent les mains pour pouvoir continuer leur vie. Comme on dit quelquefois à son fils ou à sa fille, ça ne passera, sans vouloir entendre. D'autres entrent dans le conflit de telle manière qu'ils en restent prisonniers. Ils perdent l'horizon. Ils projettent sur les institutions leur propre confusion et insatisfaction, de sorte que l'unité devient impossible. On va s'affronter à l'école, au maître, à l'éducateur, au centre social. Il faudra bien un coupable après tout. On reste dans le conflit, on s'y enferme. Il y a une troisième voie, la mieux adaptée, celle qui contribue à se situer face à un conflit. Accepter de supporter le conflit, aussi délicat que ce soit. Je ne dis pas que c'est facile. De le résoudre et de le transformer en un maillon d'un nouveau processus, en apprenant à développer une communion dans la différence, en regardant l'autre dans sa dignité la plus profonde, quel que soit son âge. L'unité prévaut sur le conflit. En troisième principe, je vous propose la réalité est plus importante que l'idée. Il existe aussi une tension bipolaire entre idée et réalité. La réalité, elle est tout simplement. L'idée, elle s'élabore, elle se construit, elle s'argumente. Entre les deux, il faut instaurer un dialogue permanent, en évitant que l'idée finisse par être séparée de la réalité. Il est parfois dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l'image, du pseudo-raisonnement. À partir de là se déduit qu'il faut postuler ce troisième principe, la réalité est supérieure à l'idée. Cela suppose d'éviter diverses manières d'occulter la réalité, c'est toujours possible. Quelquefois on ne veut pas voir. Quelques-unes de ces manières d'occulter, ce sont par exemple le purisme évangélique, ou au contraire le tout se vaut, les grandes formules, les projets plus formels que réels, les fondamentalismes anti-historiques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse, toutes les grandes phrases. On pourra avoir toutes les grandes théories éducatives et les plus beaux principes. Rien ne remplacera, et les parents le savent par cœur, rien ne remplacera le compagnonnage quotidien qui s'appuie sur la capacité d'observation, la faculté de se laisser remettre en cause par le réel. C'est ainsi, vous le savez bien, qu'on ne fera pas de la même manière pour deux frères et sœurs ou pour deux copains, ou plus généralement pour divers individus. Sinon quoi, on fera du formatage, soi-disant égalitaire, mais au résultat parfaitement injuste, car mal ajusté à chacun. On voit parfois aussi que tel grand ponte n'est ni compris ni suivi avec ses belles théories. Là, c'est le moment où je prends le risque de recevoir des tomates et des œufs. Mais je ne suis pas un grand ponte. Enfin, le tout est supérieur à la partie. Il existe toujours, certes, une tension entre la vue globale et le point de vue particulier.
Nous sommes à des moments éducatifs précis et nous pensons déjà à l'adulte qui s'émancipera de nous, Mais cette tension doit être surmontée en élargissant notre horizon, en regardant plus loin que nos simples intérêts particuliers. Le tout est plus que la partie. Il est plus aussi que la simple somme de celle-ci. Par conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par des questions limitées et particulières, même si elles sont nécessaires. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s'évader, sans se déraciner. Il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l'histoire de son propre lieu. On travaille sur ce qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. De la même manière, quand une personne qui garde sa particularité personnelle et ne cache pas son identité, s'intègre cordialement dans une communauté, elle ne s'annihile pas. Elle reçoit toujours de nouveaux stimulants pour son propre développement. Cela suppose évidemment qu'on n'ait pas peur de l'autre. Ce n'est ni la sphère globale qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile. Le modèle ne veut pas que nous soyons tous pareils, mais qu'au contraire, les différences deviennent une chance à intégrer pour un bien commun dans lequel chacun est attendu. J'évoquais il y a un instant dans cette dernière proposition de principe, encore faut-il ne pas avoir peur. La ligne de partage aujourd'hui, me semble-t-il, est devenue un écart entre les gens qui vivent une certaine confiance, sans naïveté bien sûr, et ceux qui sont pris par la peur. La peur replie sur soi, paralyse, conduit à la méfiance, voire à la violence. La confiance, et ce n'est pas naïveté, la confiance, elle, espère tout, met de la lumière partout. Regardons, on veut parfois tellement se protéger de tout qu'on ne vit plus que dans le calcul et la stratégie. On prend des risques par procuration et on cherche les coupables en dégageant sa propre responsabilité s'il le faut. C'est le monde de la peur. Dans quel monde voulons-nous faire grandir les enfants et les jeunes d'aujourd'hui? Dans un monde pseudo-aseptisé où tout le monde s'observe et dans lequel on meurt à petit feu, faute de prendre le pari de vivre, quoi qu'il en coûte? Deviendront-ils un jour des êtres libres, responsables, solidaires, si nous ne le sommes pas nous-mêmes? Évidemment, ce propos-là n'est pas du conformisme. Faire le choix d'une véritable confiance et en payer le prix s'il le faut. Seule une vie donnée est pleine et porte l'amour qui accomplit l'humanité. Je ne suis pas un bisounours. L'amour, ce n'est pas seulement un joli sentiment. C'est une manière d'engager son être, quelles que soient les formes que nous lui donnons. Comment nos jeunes pourront-ils entrer dans ce chemin sans crainte, si nous autres adultes ne leur montrons pas ce que cela produit comme fruit en nous? Dans l'éducation, il faut sans doute poser des limites, redresser ce qui doit l'être, corriger les attitudes plus que les personnes, dire non chaque fois qu'il le faut, mais c'est aussi donner une orientation, proposer un horizon, conduire vers une humanité authentique et pleine, souvent exigeante, comme tout ce qui en vaut la peine.